Donc l'exercice 1 sur les applications linéaires, donc je relis la question, hein. Considère F une application linéaire de R2 dans R2, donc un automorphisme. Il faut montrer qu'il existe 4 réels A, B, C et D, tels que donc on est ceci. Donc on a bien l'idée, hein, c'est de prouver qu'on peut toujours exprimer f de x, y comme donc la première coordonnée de l'image, c'est une combinaison linéaire de x et de y avec donc des coefficients. Il faut montrer qu'il existe ces coefficients a et b, et de même la deuxième coordonnée de l'image de x, y par petit f, c'est une expression, donc une combinaison linéaire de x et de y, et il faut démontrer qu'il existe des coefficients définis de façon unique liés à l'application f pour exprimer cette fonction. Donc là l'idée, hein, c'est on veut prouver l'existence de coefficients, et donc l'idée, eh bien, c'est d'utiliser le fait que une fonction linéaire est définie de façon unique par l'image d'une base. Donc à partir de ce moment-là, si on pense à ça, après ça se passe bien, c'est-à-dire que une fois qu'on connaît l'image d'une base, eh bien on connaît l'image de n'importe quel vecteur de la base. Donc là, on n'avait pas de base particulière, donc autant prendre la plus simple possible. Donc j'ai pris la base canonique. Et donc, la base canonique est constituée des deux vecteurs dans R2, 1, 0 et 0, 1. Si on connaît l'image de 1, 0 et si on connaît l'image de 0, 1, oui, j'enregistre, pas de souci, l'enregistrement est débuté. J'ai une question en même temps. Donc si on connaît l'image de 1, 0 et si on connaît l'image des 0, 1, et bien dans ces cas-là, on connaît l'application linéaire. Et donc l'idée c'est de poser eh bien, f de 1, 0, donc je lui donne un nom, je l'ai appelé AC, et f de 0, 1, je l'ai appelé BD. Donc de toute façon, l'image de 1, 0 et l'image de 0, 1 sont des vecteurs de R2, et donc ce sont ces quatre coefficients qui nous donnent donc deux vecteurs de R2, le vecteur AC et le vecteur BD. Et donc à partir de là, tiens, je croyais que j'avais corrigé là, le pour tout. Bon, et donc à partir de là, si on calcule l'image d'un vecteur quelconque de R2, donc un vecteur XY, et bien pour calculer l'image de XY, donc ce XY, on l'exprime comme une combinaison linéaire des deux vecteurs de la base, donc x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Par linéarité donc de f, c'est x fois f de 1, 0 plus y fois f de 0, 1. L'image de 1, 0 c'est AC, l'image de 0, 1 c'est BD. Et donc on calcule x fois AC plus y fois BD, et donc on tombe sur le couple AX plus BY et CX plus DY. Donc on prouve bien comme ça que f de XY s'écrit sous cette forme-là, avec A, B, C et D qui sont définis de façon unique, puisque ce sont les images des deux vecteurs de la base canonique. Donc c'est comme ça qu'on les a définis. Voilà, donc comme je le disais, hein, tout cet exercice est basé sur penser au fait qu'il suffit de connaître l'image d'une base pour connaître une application linéaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice ou est-ce que je peux passer aux deux? Non, j'entends personne. Allez, je passe aux deux dans ces cas-là. S'il y a des soucis hein, de vision, dites-moi. Donc l'exercice 2, on a une application linéaire f de R2 dans R3 et on connaît f de 1, 2 et f de 2, 1. Et il faut calculer à nouveau l'image de tout vecteur. Après, déterminer le noyau, l'image de l'application linéaire. Donc pour calculer l'image de tout vecteur, eh bien à nouveau, l'idée c'est de se rendre compte que ici, on connaît l'image seulement de deux vecteurs, mais ces deux vecteurs forment une base de R2. Donc une fois qu'on a remarqué que ces deux vecteurs forment une base de R2, alors pourquoi est-ce qu'ils forment une base de R2? Tout simplement parce que R2 c'est un espace vectoriel de dimension 2, donc pour avoir une base il suffit d'avoir que deux vecteurs qui forment une famille libre, mais comme une famille libre de deux vecteurs uniquement pour le nombre 2, hein, c'est équivalent à une famille de deux vecteurs non colinéaires. Et donc ici, on a donc deux vecteurs non collinaires, 1, 2 et 2, 1. Et donc ces deux vecteurs non collinaires forment bien une base de R2. Donc on connaît l'image d'une base. Et bien, comme le dit le théorème du cours, hein, le résultat du cours, ou la proposition, je ne sais plus comment j'avais appelé, si on connaît l'image d'une base, on connaît l'application linéaire. Donc si on prend un vecteur quelconque xy de R2, eh bien on est capable d'exprimer ce vecteur xy comme une combinaison linéaire des deux vecteurs de la base, donc comme une combinaison linéaire de 1, 2 et de 2, 1.
C'est ce que j'exprime ici. Donc on va chercher à exprimer ce vecteur quelconque xy comme une combinaison linéaire des deux vecteurs de la base. Donc si on peut le faire, ça on le sait, et donc il existe un unique coefficient alpha et un unique coefficient bêta, unique pour le couple xy. Donc alpha et bêta vont dépendre de xy. Et donc on sait que cette égalité ici, cette égalité-là, a une unique solution, une unique valeur pour alpha et une unique valeur pour bêta. Donc on écrit le système. En résolvant le système, donc on trouve ce que j'ai écrit complètement à droite ici, alpha en fonction de x et y, et de même bêta en fonction de x et y. Et donc une fois qu'on a ça, on peut remplacer alpha et bêta dans l'expression qui est ici pour calculer l'image de xy par petit f, donc pour calculer petit f de xy. Donc on calcule petit f de xy maintenant, donc on reprend l'expression de xy qui est au-dessus en remplaçant alpha et bêta par leur valeur. On utilise bien entendu la linéarité de f, c'est ce qu'on fait donc dans l'égalité ici. Donc c'est le coefficient fois f de 1, 2, mais f de 1, 2 c'est 1, 0, 1, 1, 0, pardon, plus le coefficient 2x moins y sur 3 fois f de 2, 1. Et f de 2, 1 c'est 0, 1, 1. On a ici maintenant une combinaison linéaire à droite et à gauche du plus, là. Une combinaison linéaire de deux éléments de R3. On écrit ça comme un seul vecteur de R3. Et donc on a l'expression comme ceci de l'image donc de x, y, du couple x, y par l'application petit f. Alors voilà pour l'expression de x, y. Ensuite on veut le noyau de f. Donc si on veut le noyau de f, on écrit que un vecteur x est dans le noyau de f. Alors un vecteur x, c'est un vecteur du noyau, c'est un vecteur de l'espace de départ, donc ici de R2. Donc c'est un couple. Donc un couple xy est dans le noyau de f, si et seulement si son image, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée, et le vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est le vecteur nul de R3. Donc xy est dans le noyau de f, si et seulement si, et f de xy, c'est le triplet 0, 0, 0. F de xy, on connaît son expression, elle est donnée par l'encadré au-dessus, la première question, et donc les f de xy égale 0, 0, 0 équivaut à l'égalité qui est écrite ici. Alors on résout ce système, donc la première coordonnée est nulle, la deuxième est nulle, la troisième est nulle. J'avoue que j'ai très rapidement écrit ce que ça donnait. Alors comment j'ai fait ça? J'ai dû additionner, je pense, la première et la deuxième coordonnée. Donc si la première coordonnée est nulle et la deuxième est nulle, la somme des deux est nulle, et donc ça nous fait y est nul. Si y est nul, x sur 3 est nul, donc x est nul. Bon, c'est assez simple à résoudre. Et donc on trouve x égale y égale 0. Donc on a raisonné par équivalence, et ça signifie bien que seul le vecteur nul... Ah ouais, j'avais corrigé, alors je sais pas pourquoi ça n'a pas été pris dans cette correction-là, il faudra que je vérifie. Ouais, et donc là en fait il faut mettre des accolades, hein. Il y a une accolade, j'ai mes petites corrections là qui n'ont pas été prises. Alors peut-être que c'est sur la feuille que je vous ai envoyée hier soir, je sais pas trop. Ah ouais, non, c'est parce que j'ai pas ouvert la bonne feuille, c'est pour ça. Okay. Donc sur la feuille que j'ai déposée sur Slack, c'est corrigé, c'est-à-dire que ker de f c'est l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Voilà. Bon, je ne vais pas changer parce que j'ai peur que ça saute, mais voilà, j'ai fait quelques corrections sur la feuille que vous avez. Je les signalerai dès que j'y pense. Alors ensuite, une fois qu'on a déterminé le noyau, on cherche l'image. Je crois que je ne l'ai pas écrit ici, mais on peut penser au théorème Durand. Le théorème Durand dit la dimension de l'espace du départ, c'est-à-dire R2, donc la dimension de R2, c'est-à-dire 2, est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Donc, comme le noyau est de dimension 0, ça signifie que la dimension de l'image est de la dimension de R2, donc l'image est de dimension 2, c'est ce qu'on va trouver dans l'encadré qui est ici. Alors pour l'image, en général, ça vous pose un petit peu plus de problèmes, donc regardons qu'est-ce que c'est que l'image? Eh bien l'image, c'est l'ensemble des images des vecteurs de la base. Donc, on prend un vecteur quelconque xy, et son image, elle est donnée par l'encadré de la toute première question, c'est donc le triplet, moins x plus 2y sur 3, etc., etc.
Donc, je l'ai recopié ici. L'image de f, c'est l'ensemble des vecteurs, donc l'ensemble des images, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de cette forme-là. On a exactement là la forme des vecteurs de l'image, et on fait varier xy dans r carré pour obtenir tout le monde. Donc là, on a l'image, on a une description de l'image. Mais si vous voulez, cette description de l'image, donc elle est intéressante parce que ça nous donne la forme des vecteurs, donc leur expression, voilà. Mais ça ne nous donne pas une base de l'image, parce qu'on sait que l'image est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée, donc de R3. Mais ça ne nous donne pas une base de cet espace vectoriel. Et avoir une base, c'est intéressant parce qu'en fait, ça réduit cette connaissance d'une infinité de vecteurs à une connaissance de 2 vecteurs, ici. 2, puisque l'image est de dimension 2. Donc ce que je dis, c'est qu'en effet, l'image de f, on utilise un des résultats du cours sur l'image d'une famille. La partie du cours sur l'image d'une famille libre, l'image d'une famille liée, l'image d'une famille liée par une application injective, l'image d'une famille liée par une application surjective. Il y a tout un certain nombre de résultats qu'on avait énoncés à un moment donné dans le cours, et on utilise ce résultat-là. Et donc, on dit que l'image de f est engendrée par l'image d'une base. Donc l'image d'une base est une famille génératrice de l'image de l'application linéaire. Ça, c'est vraiment un résultat à connaître. Donc à partir de là, on sait que l'image de 1, 2 et l'image de 2, 1 vont former une famille, une famille génératrice de l'image de f. Mais en plus, on a le fait que f est injective. Et donc un des résultats du cours dont je parlais juste avant, c'est que, eh bien, non seulement l'image d'une base de l'espace est une famille génératrice de l'image, mais si en plus l'application est injective, ce qui est notre cas, eh bien l'image de la base est non seulement une famille génératrice, mais aussi une famille libre. Et donc c'est une base de l'image de l'application linéaire. Donc, comme notre application ici est injective, ça veut dire que l'image de la base 1, 2, 2, 1 est une base de im de f. J'ai donc regardé l'image de 1, 2 et l'image de 2, 1. C'est donc 1, 1, 0 et 0, 1, 1. Et donc comme ça, on construit une base de l'image de f. Autre façon de faire, sinon comme je le disais tout à l'heure, autre raisonnement possible, on regarde la forme des objets de l'image, et donc à partir de là, puisqu'on sait que l'image avec le théorème du rang est un espace vectoriel de dimension 2, il suffit d'en trouver deux vecteurs, de l'image qui forment une famille libre, donc qui sont linéairement indépendants, ou donc non collinéaires, et donc pour ça on peut prendre x égale, eh bien, comme au-dessus, par exemple 1, 2, et puis, xy égale 1, 2, et xy égale 2, 1. Ou bien on pourrait prendre 1, 0 et 0, 1, on aurait une autre base. Voilà pour l'exercice 2. Est-ce que vous avez des questions ou pas pour l'exercice 2? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Ou des remarques, Non, ça va? Ok, allez, on passe à l'exercice 3 alors. Donc l'exercice 3, donc on avait l'espace grand E qui est R3. Donc on considère IJK qui est la base canonique, donc la base la plus simple, la plus évidente de R3, la base canonique. Et donc il faut montrer qu'il existe un unique endomorphisme phi de E. Donc un endomorphisme, c'est donc une application linéaire de R3 dans R3, tel que phi de I donne un certain vecteur, phi de J donne un certain vecteur, et phi de K donne un certain vecteur. À nouveau ici, il n'y a rien à faire. On utilise, comme je le dis, c'est une application directe du cours. On dit juste que IJK c'est une base, comme je l'ai dit, de l'espace grand E, donc de l'espace R3. Et une application linéaire est définie de façon unique par l'image d'une base. Donc à partir du moment où une application linéaire est définie de façon unique par l'image d'une base, et bien là on a l'image d'une base, donc l'image de cette base définit de façon unique l'application linéaire, c'est terminé, l'application phi elle existe et elle est unique.
Voilà, donc il n'y a rien de plus à faire, on connaît l'image d'une base, on va être capable de calculer l'image de n'importe quel vecteur de R3 grâce aux images des vecteurs de la base. Alors la question 2, donner le noyau de phi puis l'ensemble des antécédents d'un certain V dans deux cas petit a et petit b. Alors le noyau de phi, donc on écrit ce que c'est qu'un vecteur du noyau, donc puisque l'application linéaire est définie sur R3, on va dire qu'un vecteur de R3 est dans le noyau, c'est seulement si son image par phi est nulle. L'image de x, y, z, donc on utilise, puisque le fait qu'on a une base ici, et donc on utilise l'expression du vecteur x, y, z de R3 dans la base IJK. Et là, l'expression, elle est toute évidente. Hein. Enfin, x, y, z, le triplet x, y, z est égal à xi plus yj plus zk. C'est l'intérêt de la base canonique, c'est que l'expression est évidente. Enfin, la trouver est évident. Donc, phi de x, y, z est nul si et seulement si phi de xi plus yj plus zk est nul. On utilise la linéarité de phi, ça équivaut à x phi de i plus y phi de j plus z phi de k égale le vecteur nul. Et donc, le vecteur nul que j'écris 0i plus 0j plus 0k. Et donc cette égalité ici, c'est une égalité dans l'espace R3, mais donc on sait que IJK est une base, et donc on a tout vecteur, je dirais, s'exprime de façon unique en fonction des vecteurs de la base. Donc les coefficients sont uniques, donc puisque le coefficient de I est nul, celui de J est nul et celui de K est nul, voilà, bah, ça équivaut à dire que... ah oui, non, j'ai pas bien regroupé en fait ici. J'aurais plutôt dû factoriser donc en I facteur de x plus 2y, oui c'est ça, moins z. Ouais, j'ai passé une étape ici. Plus donc j facteur de moins y plus z, ce qu'on retrouve ici, et puis refactorisé par k ensuite. Donc sur cette ligne-là, à gauche, c'est mieux de factoriser non pas par x, y, z. Enfin, ce qui est écrit est correct, mais il manque une ligne, si vous voulez, où on factorise par i, et on factorise par j, on factorise par k, ce qui fait apparaître encore plus clairement le système qui est ici. Mais bon, je pense que là, c'est plus vraiment... Enfin, il faut que ce soit une difficulté pour vous. Bon, on résout ce système. Et donc en résolvant ce système très proprement avec un pivot de Gauss, donc on trouve donc il y a deux lignes qui sont linéairement dépendantes. Donc finalement on se retrouve avec le système qui est ici, y égale z, et puis donc x est égal à moins z. Donc on se retrouve avec voilà, une expression de x et de y en fonction de z. Et donc, x, y, z, c'est donc z fois moins 1 à 1, puisque y est égal à z et x est égal à moins z. Puisque le vecteur x, y, z, c'est z fois moins 1 à 1, le z peut être choisi quelconque dans R, et donc ça signifie que le vecteur x, y, z est un multiple du vecteur moins 1 à 1. C'est donc un vecteur qui appartient à la droite vectorielle, R fois moins 1 à 1, donc un vecteur du noyau est un vecteur de l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1 à 1. Donc le noyau est la droite vectorielle R fois moins 1 à 1. Voilà, c'est la même chose. Ce sont deux façons différentes de dire la même chose. Donc on trouve un noyau de dimension 1. Alors, comme le noyau est de dimension 1, on peut tout de suite penser au théorème Durand, hein, maintenant qu'on l'a. Et donc, le théorème Durand nous dit, puisqu'on a un endomorphisme, donc un espace de dimension 3, enfin, un endomorphisme de R3, donc un espace de dimension 3, la dimension de R3, c'est-à-dire 3, est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. La dimension du noyau, c'est 1, donc la dimension de l'image, c'est 2. Donc maintenant, donc la question c'est quand on résout phi de x égale v, pour un certain vecteur v, ah ouais, alors à nouveau j'ai pas réécrit, là j'avais modifié un petit peu quelque chose. La question c'est est-ce que quand on veut résoudre cette équation là, est-ce que le vecteur v est dans l'image de phi ou pas?
Donc on sait que cette image est un espace de dimension 2. Et donc ça, y a pas de... Comment dire? Est-ce que le vecteur v est dans l'image de phi? Donc est-ce qu'il existe au moins un x tel que phi de x égale v? Il n'y a, y a rien qui peut nous le dire. On n'a fait aucun calcul qui nous permettrait de répondre de façon évidente ici, surtout si le v est un petit peu compliqué. Je crois que le v, voilà, il est ici. Le v c'est 3 moins 1, 1. Donc, comme il n'y a rien qui nous permet de répondre de façon immédiate, on va passer par la résolution d'un système. Et donc, on écrit phi de x, y, z égale v. On repasse en écriture dans la base ijk. Et donc, on a une égalité avec le même système qu'au-dessus, mais sauf que le membre de droite, ici, ce sont les coordonnées du vecteur v, donc 3, moins 1, 1. On résout ce système. On trouve z égale z. Donc, en fait, on a aucune condition sur z, z est quelconque, y est exprimé en fonction de z et x en fonction de z. Donc l'ensemble des solutions du système est un espace de dimension 1. Donc je dis que le système est de rang 2. Ouais, enfin, donc, comme le système est de rang 2, on va pas trop s'occuper du rang du système. Donc en tout cas, le nombre d'inconnus, 3 c'est le nombre d'inconnus au départ, et donc l'ensemble des solutions est un espace de dimension 1. On exprime toute solution en fonction de z. Et donc l'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension 1, donc ça signifie bien qu'il existe non seulement une solution, mais une infinité de solutions. Alors ça, on avait vu dans le cours, donc là je rappelle le résultat du cours, on avait vu dans le cours que quand il existait une solution, et ici il existe une solution, et bien quand il existe une solution, l'ensemble des solutions d'une équation du type phi de x égale v avec phi une application linéaire, l'ensemble des solutions, c'est une solution particulière, donc on en a trouvé une, 1, 1, 0, et donc l'ensemble des solutions est une solution particulière plus n'importe quel vecteur du noyau. Et donc là on retrouve entre guillemets n'importe quel vecteur du noyau qui est constitué de moins z sur la première coordonnée, plus z sur la deuxième et plus z sur la troisième, c'est-à-dire z fois moins 1, 1, 1. Donc l'ensemble des solutions, puisqu'il existe au moins une solution, l'ensemble des solutions n'est pas nul, et l'ensemble des solutions est de la forme une solution particulière qui est 1, 1, 0, plus la forme générale d'un vecteur du noyau de phi. Voilà ce qu'on retrouve ici. Dans le deuxième cas, petit b, on résout le système, et donc cette fois-ci on trouve un système incompatible, donc il n'y a aucune solution. Le vecteur v n'appartient pas dans le deuxième cas à l'image de phi. Oui, et Ilona. Ah oui, merci. Ouais, j'ai un petit message. Vas-y, vas-y, je t'écoute. C'était pour savoir si du coup on avait besoin de passer par le système, si avec la solution que vous nous avez donnée en dernier, de prendre une solution particulière et Ah oui, pour le petit a, c'est ça? Oui, Ah oui, ah non, 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 très bonne question. Tout à fait. Donc en fait, effectivement, si dans le petit a, alors si vous voyez entre guillemets, une solution, ou si même tu commences à résoudre le système, je dirais au brouillon, et puis voilà, au bout de deux équivalences, tu vois apparaître une solution. Tu peux dire, bah, très bien, bah, voilà, j'ai trouvé une solution V0 par exemple, voilà, avec V0 égale 1, 1, 0. Et donc, d'après le cours, eh bien, je sais que dans ces cas-là, l'ensemble des solutions de l'équation phi de x égale v s'écrit V0 plus un vecteur quelconque du noyau. Et donc l'ensemble des solutions, c'est donc 1, 1, 0, plus un vecteur, donc plus une combinaison linéaire, mais en fait là il y a un seul vecteur, hein, des vecteurs de moins 1, 1, 1, donc une constante fois moins 1, 1. Ouais, tout à fait. d'accord, merci.
Ouais, au contraire, mais c'est même, enfin, bon, c'est aussi bien, quoi. Disons que c'est mieux de le voir comme ça, parce que je dirais que si on reste avec le système, on a un petit peu le nez dans le guidon, et là, le fait de faire ce que tu as dit, c'est-à-dire donc de bien voir la solution comme une solution particulière plus une solution de l'équation homogène, finalement, c'est à ça que ça revient. Ça permet de prendre du recul, quoi. Ouais. Et la solution particulière, on peut la avoir comment? Généralement, après un apéritif, on la voit un petit peu mieux. Voilà, sinon, ouais, il y a pas de. Comme je disais, sinon, on commence à résoudre le système, on écrit le système, puis on avance un petit peu dans le système, et puis là, à partir du moment où le système commence à se simplifier, on commence à voir quelque chose qui apparaît. Par exemple, voilà. Mais bon, si on la D'accord, voit, si on la voit pas, on la voit pas, hein. Ça, c'est. Ouais. d'accord, merci. Pas d'autres questions? Ok, bah exercice 4 dans ces cas-là, allez c'est parti. Alors exercice 4, donc ça commence à être un petit peu plus intéressant dans le sens où on quitte un petit peu R2 et R3, et donc là on a notre... alors toujours un endomorphisme, puisque l'application va de E dans E. Bon, on va voir qu'elle est linéaire. Donc E c'est R3 de X, donc l'espace des polynômes de degré 3 ou O+, qui est donc un espace vectoriel de dimension 4. Donc attention, hein, faut se méfier, la dimension c'est 1 de plus que l'indice dans Rn de x. Donc là on est sur un espace de dimension 4. Alors l'application est bien linéaire, pourquoi? Parce que l'application qui a P associe P, c'est l'application identité, elle est linéaire. Et ah oui, d'ailleurs c'était la première question. Ah oui, donc alors la première question, montrer que f est linéaire. Alors je l'ai fait, je dirais façon gros bourrin, c'est-à-dire on prend une combinaison linéaire de deux vecteurs, donc de deux éléments p et q de l'espace grand E, donc deux polynômes de degré 3 au plus, des coefficients lambda et mu, et puis on écrit ce que c'est que la combinaison linéaire. Donc f est linéaire. Bon, démontrer la linéarité n'est jamais très, très compliqué. Façon un petit peu plus subtile et un peu plus intelligente de démontrer la linéarité, comme je le disais, on dit que l'application qui va de E dans E, qui a P associe P, est linéaire, parce que c'est l'identité. On dit que l'application qui a P associe P' est linéaire, parce que la dérivation est linéaire. Et l'application qui a un polynôme multiplie ce polynôme par x est aussi linéaire. Et donc en fait, là on aura, dans ces cas-là, on peut voir comme ça E comme une somme et une composée d'applications linéaires. Donc par des opérations sur les applications linéaires, petit f est une application linéaire. Voilà, c'est une autre façon qui permet de prendre du recul. Pourquoi prendre du recul? Parce que dans le calcul que j'ai écrit ici, on reste, je dirais, au niveau des vecteurs de E, alors que là, on réfléchit en termes d'application linéaire. Donc on quitte le domaine des vecteurs, mais on réfléchit en termes d'application linéaire, et on voit f comme donc résultat d'opérations sur différentes applications linéaires, l'application linéaire identité, l'application linéaire de dérivation qui a P associe P', et puis l'application qui a un polynôme P associe x fois le polynôme. Donc on compose par x fois par l'application de dérivation ici, et donc on obtient des applications linéaires. Donc c'est un petit peu plus, c'est quand même plus intéressant de voir ça comme ça, hein, que de rester au niveau des polynômes, même si bon, ça se fait très bien au niveau des polynômes. Bon, bref, l'application est linéaire, c'était le but du jeu. Ensuite, il faut déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire. Donc pour le noyau, eh bien, on traduit tout simplement, on prend un polynôme P, on veut dire qu'il est dans le noyau. Alors pour exprimer le fait qu'un polynôme P est dans le noyau, on a besoin, très souvent sur les polynômes, pour reconnaître les polynômes du noyau, ça va être des polynômes particuliers. Donc s'ils sont particuliers, c'est que ce sont les coefficients qui sont particuliers, donc on a besoin d'écrire des coefficients. Donc là, que j'ai nommé A, B, C et D, et un polynôme va être dans le noyau si et seulement si ces coefficients ont un lien entre eux, entre guillemets. C'est ça qu'on va chercher, le lien entre les coefficients. Il y en a probablement un. Et donc on écrit qu'un polynôme P est dans le noyau, donc ça veut dire, c'est équivalent à dire que son image est nulle, si et seulement si, donc
Donc là, j'ai regardé l'image de ax3 plus bx2 plus cx plus d. Donc c'est l'identité moins x fois le polynôme dérivé. Ce polynôme donc est nul. Un polynôme est nul, ça vous savez, donc par unicité des coefficients, si seulement si chacun de ces coefficients est nul. Donc ça équivaut à dire que le coefficient en x3 est nul, le coefficient en x2 est nul. Bon, je ne vais pas regrouper à gauche le coefficient en x3, en x2, en x et le coefficient constant, mais ça se simplifie très bien. Je crois même qu'en regardant là, j'ai déjà simplifié un petit peu le système. Et donc on tombe finalement sur B et D qui sont A, B et D qui sont nuls, donc finalement le C est quelconque. Et donc ça veut dire que le polynôme P est de la forme C fois X. Donc finalement, les polynômes du noyau sont les polynômes de la forme une constante fois X. Donc on peut écrire Rx. Voilà. Pour le Rx, donc c'est le noyau de l'application linéaire. Donc voilà, les fameuses relations entre coefficients, c'est que le coefficient de x3, de x2 et le coefficient constant doivent être nuls. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'image. Donc à nouveau, avant de foncer sur l'image, on peut utiliser le théorème du rang. L'espace de départ, c'est l'espace grand E, il est de dimension 4. Et donc le théorème du rang dit que la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire 4, est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Donc la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang de l'application linéaire, c'est donc 4 moins la dimension du noyau. Le noyau est de dimension 1, puisqu'il est engendré par le polynôme x, donc il a une base de cardinal 1. Donc le noyau est de dimension 1. Donc le rang de l'application linéaire, c'est donc la dimension de l'espace de départ 4 moins 1, donc 3. Donc on sait que le rang est de 3, donc la dimension de l'image est 3. Et si on veut donc déterminer l'image, ça veut donc dire qu'on va chercher un espace vectoriel de dimension 3, donc si possible une base, et pour avoir une base de l'image, on réutilise les propriétés dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on cherche l'image de vecteurs d'une base. Donc on sait que une base est engendrée par l'image des vecteurs d'une base. Donc est engendrée par f de 1, f de x, f de x2, f de x3, parce que 1, x, x2, x3 forment une base de l'espace grand E. Donc ça, c'est le résultat du cours. L'espace vectoriel engendré par l'image d'une base est une famille génératrice de l'image de l'application linéaire. Mais au passage ici, le f de x, puisque x est dans le noyau, f de x est nul. Donc en fait, le f de x ne sert à rien dans le vect, si vous voulez. Et donc finalement, vect de f de 1, f de x, f de x2, f de x3, c'est vect de f de 1, f de x2, f de x3, que j'ai calculé ici. Et donc c'est vect de 1. Alors, vect de le vecteur moins x2 est collinaire au vecteur x2, donc j'ai remplacé moins x2 par x2, de même que moins 2x droit est collinaire à x3. Et donc pour simplifier, finalement, l'image est engendrée par 1, x2 et x3, puisque il suffit de multiplier, on peut multiplier, on sait très bien, un vecteur d'une base par une constante non nulle, et on retrouve un vecteur d'une base. Ce qui justifie le fait que si on multiplie un vecteur d'une base par une constante non nulle et on retrouve encore une base, c'est le fait que les opérations élémentaires, donc parmi les opérations élémentaires, il y a multiplication par une constante non nulle, et bien les opérations élémentaires sur les vecteurs d'une famille ne changent pas le rang de la famille. Donc en multipliant un vecteur par une constante non nulle, par exemple en multipliant moins x2 par moins 1, ou en multipliant par moins 2x3 par moins 1,5, on ne change pas la dimension de l'espace engendré par ces trois vecteurs. On ne change pas le rang de la famille. C'est une famille de rang 3, donc on conserve une famille de rang 3. Est-ce que ça vous va comme explication? Alors évidemment, on retrouve un 3 vecteurs, donc on retrouve le fait que l'image est de dimension 3.
Alors, je vois pas de main qui se lève. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Oui, Oui. parce que- oui, Est-ce que si on fait, bah, on prend la fonction f et on prend un polynôme quelconque dans R3. Et oui. est-ce que dans ce cas-là, c'est bon si bah, enfin, on va trouver son image en fait Donc, et tu on as va trouvé. varier Ouais. avec deux. Enfin, on a un A, B, C ou alpha, bêta, epsilon dans l'image. Ouais, donc tu as dû trouver quelque chose du type alpha plus. Enfin, moins bêta x2 plus moins 2 gamma x3, quelque chose comme ça. Oui. Oui, voilà. Et donc, tu dis que ça, c'est vecte de 1, x2, x3, quoi. Ouais, Bah, tout. en fait, c'est ce passage-là qui. Voilà, c'est ce passage-là qui est un petit peu moins clair. Alors, bon, c'est tout à fait correct, hein. Donc, faut bien réfléchir que ce passage-là, en fait, tu es en train de dire que finalement, une fois que tu as la forme d'un vecteur, il faut bien comprendre que ton vecteur, qui est donc alpha moins bêta x2 moins 2 gamma x3, en fait, c'est la forme générale d'un vecteur de l'image. Donc tu peux écrire que l'image, c'est l'ensemble, donc accolade, hein, donc l'ensemble des alpha moins bêta x2 moins 2 gamma x3, où tu fais varier alpha, euh, bêta, gamma dans R3. D'accord. Voilà, et à partir de là, tu retrouves le vecte de 1 x2 x3. Mais je pense que le fait de raisonner sur se dire que euh, l'image est engendrée par l'image euh, par l'application f d'une famille, donc c'est la famille, pardon, je reprends ce que je dis, l'image de l'application linéaire est engendrée par l'image d'une base. Je pense que ça permet souvent de résoudre assez simplement les choses, enfin d'expliquer simplement les choses plutôt. Parce qu'après, du coup, enfin, j'avais pas pensé à remettre sous forme vecte. Oui, Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, bon, ce que tu as trouvé finalement, c'est la forme générale des vecteurs de l'image, quoi. Ce qui est pas inintéressant, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on a un espace vectoriel, la panacée, en quelque sorte, c'est d'en avoir une base. Puisqu'à partir du moment où on a une base, alors quand on travaille sur des espaces pas même de dimension infinie, hein, mais dès qu'on a une base, c'est beaucoup plus simple de travailler sur une base. Voilà. d'accord. Merci. Et quelqu'un d'autre avait levé la main, Olivier, je crois. Alors moi, c'était pour demander pourquoi, alors quand on passe de vec de 1, 0, moins x carré, moins x cube à celle d'après, Oui. pourquoi on a le droit d'enlever le polynôme nul du vect? D'accord, bah, parce qu'en fait, euh, ta famille là, elle est la famille 1, 0, moins x2, moins x3, c'est pas une famille libre. Ouais, elle est liée vu qu'elle est 0. Voilà, Du lié vu, coup, vu L0. Donc en fait, le 0 peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des autres vecteurs. C'est 0 fois le premier, plus 0 fois le troisième, plus 0 fois le quatrième. Bon, ça va pas chercher très loin hein, au niveau calcul. Mais donc, et comme un vecteur est combinaison linéaire des autres, et bien ce vecteur-là, on peut le retirer de... On avait vu que quand on a une famille de vecteurs, si un vecteur est combinaison linéaire des autres, alors la famille l'espace vectoriel engendré par la famille de vecteurs est la même que l'espace vectoriel engendré par la famille de vecteurs à laquelle on a retiré un d'accord, vecteur ok. qui est combinaison linéaire des autres. Ok, d'accord, c'est bon. Voilà. Bon, de façon générale, quand on cherche une base, il y a jamais zéro dedans, de toute façon, pour donner un réflexe à avoir. Quoi, voilà. Ou si par exemple, aussi on avait trouvé vect de, par exemple, moins x2 plus x2 et x3. Voilà, moins x2 plus x2, ils peuvent pas être dans une base, quoi. Donc faut en retirer un des deux, si on n'a pas une famille libre, quoi. Voilà. Pour généraliser aussi. Autre question ou pas? Parce qu'en fait là, on a été super efficace. Donc on a corrigé 4 exercices comme j'avais prévu. Moi je veux bien avancer plus vite si vous êtes prêts. Continuer sur le 5. J'avais prévu que le 4, mais je crois que j'avais dit 4 au moins, je sais plus ce que j'ai écrit exactement. Est-ce qu'on peut avancer sur le 5 ou pas ou, Oui.
Oui, Oui, oui. oui aussi. J'attends encore quelques réponses. Ouais. Moi, je sais pas si on a tous cherché, parce que moi, j'ai déjà un peu de mal avec les premiers, alors le 5, oui, on peut y aller, mais je Pareil pense que qu'on Cyriac. va beaucoup chercher. Pareil que Cyriac. D'accord, ok. Bon, alors on avance sur le 5 très très doucement et puis on s'arrêtera là, ça vous va comme ça? Très bien. Ok, allez. Très bien. Donc l'exercice 5, Monsieur, oui. est-ce que ce serait possible d'avoir le corrigé sur Slack Ouais, je vous le mets, je vous le mets dès qu'on a fini en fait. D'accord. Mais parce que si je fais la manipulation maintenant, ça va prendre un petit peu de temps, donc Ouais, je comprends. voilà. Ouais. Vous le voyez bien là ou pas sur votre écran? Oui, oui. Ouais, ok, d'accord. Dans votre écran. Ok, je vous le mets je vous le mets sur Slack juste après, quoi. Voilà. Donc, n est dans n étoile, voilà. E c'est Rn de x, donc c'est au moins R1 de x, donc on a des polynômes qui sont de degré au moins 1. Petit f c'est un endomorphisme, puisqu'on va, enfin on ne sait pas encore quelle est linéaire, mais on va de E dans E, donc on va de l'espace des polynômes de degré n au plus dans l'espace des polynômes de degré n au plus, et à P on associe P moins P'. Alors vous voyez que c'est même pas demandé de vérifier que l'application f est linéaire, et comme je le disais tout à l'heure, donc le plus simple ici et le plus intelligent est de dire que l'application qui va de E dans E, qui a P associe P, c'est l'identité, ou vous pouvez même écrire identité indice E est linéaire, et l'application qui a P associe P', donc qui est l'application de dérivation formelle des polynômes, est une application linéaire. Et une combinaison linéaire d'applications linéaires est une application linéaire. Comme tout le monde va de E dans E, on a bien donc une application linéaire de E dans E ici pour petit f. Donc la question n'est pas posée, mais je pense que la façon la plus efficace de répondre ici, si elle était posée, c'est de dire on a une application qui est qui est une combinaison linéaire d'applications linéaires, donc petit f est linéaire. Donc très clairement, on a une application linéaire. Alors maintenant, la question c'est, on a le polynôme q qui est dans E, donc un polynôme q de degré n au plus. Et donc il faut calculer l'image de la somme, donc l'image par f de la somme pour k allant de 0 à n, des dérivés km de q. Donc attention, c'est bien les dérivés km, sinon ça n'a pas de sens, il n'y a pas de puissance. Ou, enfin, s'il y avait des puissances, probablement qu'on ne resterait pas dans Rn de x. Il faut en déduire que f est un automorphisme de E. Donc automorphisme, je rappelle, c'est un endomorphisme, donc là c'est le cas, mais qui est bijectif. Donc c'est à la fois un endomorphisme, ce qu'on a, et en plus un isomorphisme. Alors on va calculer donc f de cette combinaison linéaire. Donc on dit l'application qui a P associé P', donc c'est ce que j'ai rappelé ici, hein, f est linéaire comme somme d'applications linéaires. Et donc on calcule f de la somme de k égale 0 à n des q puissance k. Comme f est linéaire, donc c'est très clairement la somme de k égale 0 à n des f de q puissance k. Enfin q dérivé k fois, pardon. Qu'est-ce que c'est que l'image de q dérivé k fois? On reprend la définition, arrivée ici. Donc, bien, tout simplement, c'est q dérivé k fois moins sa dérivée. D'ailleurs, la dérivée, ah oui, je n'ai pas fait attention, c'est un q-1 ici. Moins q dérivé q-1. Donc, il faudra que je corrige. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a q dérivé k fois moins q dérivé k moins une fois, etc. Et donc, si on réfléchit, puisqu'on a une somme ici, on a une somme télescopique. On a une somme télescopique, et il va rester uniquement le premier et le dernier terme, c'est-à-dire q... Ah oui, non, j'ai fait des bêtises. Ah ouais, j'ai pas corrigé, mince. Non, c'est correct, excusez-moi. Ah oui, alors non, j'ai un... Monsieur,
Oui. Mais c'est bien K plus 1, non? Parce que P, c'est dérivé 0 fois et P', Ah c'est oui, dérivé une oui. fois. Excuse-moi, Donc K Noémie. plus 1, Ouais, c'est correct. non, t'as raison. K plus 1, c'est correct. Non, je suis en train de raisonner à l'envers. K plus 5. Non, tout est correct. C'est juste que j'ai pas revu l'exercice. Je pensais pas arriver là. Et oui, donc c'est correct. T'as tout à fait raison. Et Q, oui, c'est Q qu'on ne dérive pas. Et après, les dérivées successives s'annulent. Et donc on a donc finalement Q dérivé 0 moins Q dérivé une fois, plus Q dérivé une fois moins Q dérivé deux fois, etc. etc. Et le dernier, eh bien, c'est le polynôme Q qui est de degré n au plus, mais quand K vaut n, on se retrouve avec un Q dérivé n plus une fois. Et donc c'est pour ça qu'on trouve le polynôme nul. Merci Noémie, tu m'as remis sur les rails là. Et donc on retrouve donc finalement les différentes dérivées du polynôme s'annulent. Il reste la dernière dérivée, donc là j'aurais pu écrire Q dérivé n plus une fois, c'est ce 0 là, qui est nul, et donc finalement il reste Q. Donc l'image, ouais c'est pas n, c'est n plus 1 ici par contre. Et donc l'image du polynôme Q, c'est le polynôme nul. Oui, alors Cyprien, question? Oui. Est-ce qu'on pouvait déterminer une application G telle que f rond G et G rond F sur l'identité? Et du coup, on pouvait déduire que c'est bijectif. Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est une autre façon de faire. Ouais, tout à fait. Si pour démontrer qu'une application est bijective de façon générale, si vous êtes capable d'exprimer, de proposer une application réciproque, à partir de là, vous démontrez que l'application est bijective. Là, c'est la définition en fait d'une application bijective, quoi. C'est l'existence d'une application réciproque. Oui, tout à fait. Et du coup, il faut faire f rond G et G rond F ou juste un des deux, ça suffit? Alors, dans le cas des espaces vectoriels de dimension finie, si vous avez bien le cours en tête, c'est-à-dire que la composée des applications matricielles, des applications linéaires, se traduit dans les espaces vectoriels pour des endomorphismes. Donc, se traduit matriciellement par des multiplications de leur matrice. Dans des bases données. Et donc, le fait que la composée de deux applications linéaires donne l'identité, donc si tu as seulement f rond G donne l'identité, si on parle ici d'endomorphisme en dimension finie, ça veut dire que tu as deux matrices A et B que tu peux multiplier, dont le produit est la matrice IN. Mais on a vu que si A fois B est égal à IN, alors B fois A est égal à IN. Donc, si f rond G est égal à l'identité, pour des endomorphismes en dimension finie, alors G rond F est égal à l'identité. Et donc il suffit, pour répondre à ta question, de démontrer dans un seul sens. Il suffit de démontrer une seule composée. Voilà. Alors, oui, il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Alan, je crois, oui. Non, j'ai pas de question. D'accord. Et sinon, c'est Ilona, ou je vois pas les prénoms, je crois. Oui, c'est pour revenir sur le f rond G. Du coup, comment on fait pour définir le G? Ah bah là pareil, faut avoir une bonne intuition de deviner l'application G. C'est sûr que là, si on la voit pas, faut se débrouiller autrement. C'est ce qu'on va faire ici. Hein. D'accord, merci. Ouais. Alors, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule f de la somme des dérivées km de q, et on trouve le polynôme q. Et donc, pour montrer que f est un endomorphisme, donc puisque f est une application linéaire et e de dimension finie, comme je le disais, il suffit donc sur les applications linéaires en dimension finie, donc une application bijective, une application linéaire bijective, c'est une application à la fois injective et surjective. Donc il faudrait normalement démontrer que injective, le noyau est restreint à 0, et surjective, que l'image, c'est l'espace grand E tout entier. Mais on a démontré qu'en dimension finie,
il suffisait de démontrer que le noyau était restreint à 0, ou bien que l'image c'était l'espace tout entier. Donc en dimension finie, on a démontré que pour une application linéaire, pour un endomorphisme en dimension finie, il est bijectif si et seulement si il est injectif, si et seulement si il est surjectif. Or là, d'après la remarque, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pour un polynôme quelconque Q0, eh bien, on a un antécédent, c'est-à-dire que il existe un certain donc si on donne un certain polynôme Q0, il existe un certain polynôme Q tel que pardon, pour un certain polynôme Q, il existe un certain polynôme Q0 tel que f de Q0, c'est sur deux lignes, c'est pas très agréable, f de Q0 est égal à Q. Donc ça veut dire qu'un polynôme Q qu'on se fixe dans grand E quelconque a de toute façon un antécédent. Peut-être que c'est plus simple si je le mets ici. Attendez, je vais essayer d'annoter les choses un petit peu. Voilà, donc si on se donne un polynôme Q ici, on sait que ce polynôme Q quelconque de grand E a au moins un antécédent par petit f, et on a donc, d'après la question précédente, bah oui, effectivement, un polynôme Q de grand E a un antécédent, et cet antécédent, au moins, c'est la somme de k égale 0 à n des dérivées km de Q. Donc en fait, la question qui est ici prouve que l'application, enfin l'égalité qui est là, avec ce que j'ai encadré en rouge, prouve que l'application petit f est surjective. C'était voilà, la chose à laquelle il fallait penser, qui était peut-être le moins évident, c'est-à-dire comment interpréter le résultat. Eh bien le résultat, c'est on a pour un polynôme, donc puisque l'image de la somme ici, c'est un polynôme Q, ça veut dire que pour un polynôme Q quelconque de grand E, on est capable de l'exprimer comme l'image d'un certain polynôme. Donc un polynôme Q a au moins un antécédent. Donc tout polynôme de grand E a un antécédent par petit f. Donc l'application petit f est surjective. C'était, je pense, la partie du raisonnement qui était la moins évidente. Pensez que donc, le résultat de l'égalité, il faut l'interpréter, il faut le comprendre comme on a démontré que l'application linéaire petit f est surjective. À partir de là, on réutilise ce que je disais il y a 2 minutes, c'est-à-dire que l'application est surjective. Donc, elle est, puisqu'on est en dimension finie, donc surjectif, ça suffit pour un endomorphisme en dimension finie pour démontrer qu'il est bijectif. Et donc, l'application f est bijective, donc c'est donc un automorphisme, puisqu'elle est à la fois bijective et c'est un endomorphisme. Alors, il y a une question d'Evan que je lis. Donc, ça peut marcher si l'on regarde que f transforme une base de E en une autre base de E pour le caractère isomorphisme. Oui, tout à fait, Evan. Effectivement, c'est une autre façon de démontrer qu'une application linéaire est un isomorphisme, c'est-à-dire démontrer que l'image d'une base est une base. Voilà. Et si on démontre ça, effectivement, ça permet de démontrer qu'une application linéaire est un isomorphisme. Donc là, différentes façons de prouver qu'une application linéaire est un isomorphisme. Mais là, dans l'exercice, c'est vraiment le côté, l'aspect surjectif de l'application qui est mis en avant. Voilà, donc comme promis, je propose qu'on s'arrête là pour les exercices. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que vous avez des questions sur les exercices ou pas? Oui, mais c'est bon. Ouais. Non? Non, pas de questions? Ah tiens, j'ai des petites flèches, c'est marrant, ça c'est nouveau ça. Cyprien, 4 flèches qui apparaissent, ok. Non, 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 mais ça peut être utile hein, si ça vous permet de montrer quelque chose. C'est pas grave. Non, s'il n'y a pas de questions, dans ces cas-là, on peut enchaîner, hein, gagner du temps et passer directement au cours sur les séries. Est-ce que on passe au cours sur les séries ou pas? Ou il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir sur...
C'est juste là pour f rond g. G, ça pouvait être la somme des QK ou pas? J'avoue que j'ai pas cherché. À... J'ai la somme des QK, donc c'est-à-dire que en fait l'application, c'est-à-dire que f-1 c'est f, c'est ça? On avait f et l'application g, c'est celle qui se met tous les Q dérivés k fois. Et donc on prenait bien Q en objet de départ et en arrivée on retrouvait Q. Alors, je suis pas sûr. Moi, ce que je vois, si tu veux, c'est que, à mon avis, plutôt, pour trouver l'application G, le plus simple, c'est de partir de la définition que je vais encadrer ici, de la définition de f. Alors, je cherche juste à effacer. Où est-ce qu'elle est ma gomme? J'ai un peu perdu. Ouais, voilà, voilà. Très bien. Et donc, pour repartir de l'application F ici, je vais écrire dans le chat en même temps. Je mets le chat en bas, comme ça, voilà, ça va pas trop vous déranger. Et bien, tout simplement, moi, l'application G, c'est l'application qui a P associe. Alors, attendez, hop, P associe. Donc, j'écris dans le chat en même temps. P plus P', tout bêtement. Voilà, je l'ai écrit dans le chat. Parce que si on considère l'application qui a P associe P plus P', si vous calculez f rond G de P, ça va être f de... Ah oui, non, ça marche pas, ça. Je crois que ça fonctionnait. F de P plus P'... Ah oui, non, non, je pensais qu'on allait retomber sur nos pieds, mais non, non, ça marche pas. Je pensais que f rond G donnerait l'identité, mais non. Non, écoute, non, je vois pas l'application réciproque comme ça, en direct comme ça. Faudrait que je réfléchisse, que je me Est-ce pose que un la petit somme peu. des QK, ça vous paraît correct? C'est-à-dire l'application qui a P associe somme des QK, c'est ça? Bah, en fait, c'est limite celle qu'on nous donne, qui est dans ce que prend f en fait. Ce que prend f dans l'énoncé. Oui, non, mais bien sûr, oui, je suis bête, oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Oui, puisque s'il y a P, on associe somme des... s'il y a Q, on associe somme des QK. On définit l'application G comme ça, et on recompose par F. Oui, bien sûr, je comprenais pas bien. Oui, tout à fait. C'est ça, donc à Q, on associe somme des QK. Et donc ça, c'est l'application G. Et on recompose par F, et on retombe sur Q. Et donc on a bien f rond G dans ce sens-là de Q, qui est f de la somme des QK et qui est Q. Ouais, tout à fait. Donc la somme des QK, c'est le G de Q. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais, tout à fait. Et sinon, je vois une main qui se lève, oui. Non, plus de questions? Oui. Oui. Juste pour revenir sur ça, du coup, Q, c'est l'identité, c'est ça? Si on le voit ça comme f rond G. Attention, Q c'est un polynôme, donc le polynôme c'est pas l'identité, hein. Ce qui est l'identité c'est f rond G. F rond G est l'application identité. C'est-à-dire que f rond G de Q est égal à Q. D'accord. Qui est égal à G rond F de Q. Et aussi, j'avais une question qui n'a pas trop de rapport sur le TD. C'est pour les hyperplans. On le reconnaît parce que la dimension de l'hyperplan, c'est égal à la dimension de E-1, ou il y a d'autres façons de le reconnaître? Alors ça c'est la première méthode, c'est-à-dire qu'on utilise la définition, c'est ça. Donc un hyperplan, alors c'est quand on est dans un espace de dimension finie, c'est effectivement la dimension de l'espace, c'est un espace vectoriel de dimension, dimension de l'espace -1. Et deuxième méthode pour avoir des hyperplans, et on rencontrera ça assez souvent, c'est on a démontré que le noyau d'une forme linéaire était un hyperplan.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé dans un exemple ou deux, je sais plus pour le moment, et qu'on va réutiliser souvent, c'est-à-dire que dès qu'on aura des formes linéaires, eh bien on pourra tout de suite affirmer que, si on est en dimension finie bien entendu, le noyau de ces formes linéaires, d'une forme linéaire, est un hyperplan de l'espace, de départ entre guillemets. D'accord. Voilà. Donc le noyau de la forme linéaire, c'est un hyperplan. Le noyau d'une forme linéaire, c'est un hyperplan si la forme linéaire est définie sur un espace de dimension finie. Alors forme linéaire non nulle, bien sûr, parce que bon, enfin bref. En général, une forme linéaire nulle, on n'en considère pas parce que ça veut dire que tout vecteur a pour image 0, ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà. Donc forme linéaire non nulle si on veut être maniaque, et donc le noyau d'une forme linéaire non nulle, c'est un hyperplan de l'espace de dimension de départ qui est, s'il est bien de dimension finie. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Autre question ou pas? Non? On passe dans ces cas-là directement, puis je vous libérerai plus tôt, hein, au cours sur les séries, si vous avez des questions sur les séries. Ça vous va? Oui, oui. C'est bien. Ouais. Ok. Allez, ça marche. Donc, j'arrête de partager ça. Je vais chercher le cours sur les séries. Voilà, il est là. Hop, je remonte dessus. Vous devez pas le voir encore, hein, pour le moment. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Hop. Share screen, série. Et il devrait apparaître à l'écran. Ah. Attendez. Voilà. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voulez revoir? J'avoue que j'ai pas regardé où s'arrêtait la vidéo que je vous avais donnée, donc je sais plus jusqu'où il faut aller, mais je crois jusqu'aux séries à terme positif à peu près, quoi. Oui, Ilona, oui. C'était pour savoir si on pouvait avoir une série en fonction de plusieurs suites. Non, il n'y a qu'une suite. Par contre, ce qu'on va rencontrer un tout petit peu, et ce que vous rencontrerez beaucoup en SP, c'est le UK en fait qui va dépendre d'une variable réelle, donc par exemple x. Et donc en fait, on n'aura pas un UK, mais on aura un UK de x. Ou un FK de x, c'est-à-dire une fonction qui va dépendre de x. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des séries de fonctions. Donc ça va dépendre, voilà. Et donc donc le Sn sera un Sn de x. Et donc là, ça complique encore les choses. Donc là, on est uniquement pour le moment sur un aspect étude de convergence de somme. Donc sur un aspect numérique, on s'intéresse à des nombres réels ou complexes. Et après, il y aura un aspect fonctionnel qui va intervenir. Donc il faut déjà bien comprendre ce premier principe-là pour après pouvoir traiter l'aspect fonctionnel qui complique bien les choses. Ouais. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Alors, ça m'a été signalé, je l'ai dit à une ou deux reprises, hein, tout au début, là, j'ai corrigé ici, mais il y avait un petit n et un grand N qui désignaient la même chose sur le premier exemple. Je pense que la plupart d'entre vous ont dû voir le message. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Est-ce que vous voulez que je fasse... Sinon, je propose de faire un petit topo sur les choses à mettre les plus importantes, je dirais. C'est celles qu'il faut absolument avoir bien comprises. Et puis après, je vous laisse re-rentrer dans les détails. Donc, je vais faire ça en attendant les questions. Si vous pouvez lever la main, hein, parce que quand vous levez la main, j'ai un petit message qui s'affiche et c'est très pratique pour moi si vous avez des questions. Voilà. Bateau au fil, alors vas-y, et puis je ferai mon topo plus tard. Oui, c'était pour la proposition 3. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des exemples? Parce que, en fait, je vois pas trop l'utilité. S'il y a des moments où regarder la convergence de UN pour tout N serait trop compliqué. Et dans ce cas-là, on part qu'à partir d'un rang P0. Non, c'est pas que c'est trop compliqué. C'est juste que, par exemple, quand tu as une série, donc sigma des UN,
Alors, donc c'est une série, et si on veut étudier sa convergence, il se peut très bien que les premiers termes aient un comportement un petit peu particulier, ce qu'on avait déjà rencontré, ce genre de choses, et à partir d'un certain rang, les termes de la série présentent une certaine régularité. Et donc, plutôt que de s'intéresser à... Donc, pour démontrer la convergence, il faut s'intéresser... Alors, je vais mettre les choses en valeur. Voilà. Comme ici, par exemple, à une somme partielle. Et donc, il faut démontrer que ce que j'ai encadré ici, qui dépend de grand N, converge quand grand N tend vers plus l'infini. Mais effectivement, on peut se contenter de regarder une autre somme partielle comme celle-ci, celle que j'ai encadrée ici, et donc la somme pour commençant à petit p allant jusqu'à grand N, et on fait toujours tendre vers grand N vers plus l'infini. Et donc, par exemple, que les P premiers termes, donc pour k allant de 0 à P-1, peuvent très bien ne pas être très très réguliers, si vous voulez. Peut-être que la série, par exemple, est croissante à partir d'un certain rang seulement, ou des choses comme ça, ou décroissante à partir d'un certain rang, ce qui est plus intéressant. Et donc, c'est une façon d'éliminer, je dirais, des termes un petit peu irréguliers, ou peut-être que tout simplement l'expression de la suite ne peut pas être définie pour des n trop petits. Je pense à une expression, par exemple, 1 sur n facteur de n-1, voilà, j'écris là, c'est un petit peu moche, je suis désolé, mais fois n-2, j'écris à la souris, hein, je fais de mon mieux. Voilà. Donc si vous avez quelque chose comme ça, évidemment, le terme général de la série est défini pour n supérieur ou égal à 3. Donc on ne peut pas le définir à partir de n égale 0. Donc c'est juste pour dire, quand on s'intéresse à la convergence, on s'intéresse uniquement quand on s'intéresse à la convergence, uniquement à une somme partielle, et on fait tendre le grand N vers plus l'infini, et c'est là où on regarde s'il y a convergence ou pas, peu importe à partir de quel terme on commence. Par contre, si jamais la série est convergente, donc si jamais l'une des deux sommes que j'ai encadrées là converge, l'autre converge, mais donc si l'une des deux converge, donc les deux convergent, donc si les deux convergent, ou si l'une des deux converge, ce qui revient au même, on dit que la série est convergente, et si la série est convergente, dans ces cas-là, on va s'intéresser, alors j'ai fait une remarque, et je voulais absolument le dire parce qu'il y a une difficulté là de notation qu'il faut passer. Donc on va s'intéresser dans ces cas-là à... alors où est-ce que j'ai fait la remarque? Opération convergence. On va s'intéresser à... Ouais, je trouve pas. Je trouve pas ma remarque. Je cherche encore un tout petit peu, sinon tant pis, je m'ordonne. Bon. Je crois que c'est après la définition 3, monsieur. Alors merci. Tu sais, c'est quelle page, définition 3? Je sais pas. Non. Ah ouais, attends, j'ai la 4, donc je vais tomber sur la 3. Oui, merci, c'est ça, exactement, tout à fait, Noémie, merci. La difficulté de notation, c'est ça, qui est de ne pas confondre ceci et ceci. Donc le deuxième petit encadré là en rouge, hein, je pense que vous devez le voir, si vous ne voyez pas, dites-moi. La somme des UK, on ne met rien au-dessus et en dessous du symbole sigma, ça désigne l'objet série. Donc on s'intéresse à l'objet série, et la question, la première qui va se poser systématiquement, c'est une fois qu'on a vérifié que le UK était bien défini, bon, c'est regarder est-ce que cet objet série, est-ce que c'est une série convergente ou pas. Et donc, pour regarder si la série converge, on regarde la somme partielle, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour répondre à la question de Théophile, on regarde à partir du rang qui nous intéresse, la somme partielle, donc on regarde la somme pour k allant de P à grand N, ou la somme de k allant de 3 à grand N, ou de 17 à grand N, ou de 42 à grand N, ou de 0 à grand N, comme vous voulez, des UK. Et on fait tendre vers grand N vers plus l'infini, c'est ça, et la question là c'est est-ce que quand grand N tend vers plus l'infini, est-ce que ça converge ou pas? Par contre, si ça converge, dans ces cas-là, on va dire que la série, donc mon petit encadré ici, sigma de UK, comme ça, là on parle de la série converge, donc on va dire la série converge ici. Mais si elle converge, ça veut dire que dans ces cas-là, on peut écrire le nombre maintenant qui est dans mon gros encadré là, qui est un nombre réel, ou un nombre complexe,
suivant que les UK sont des réels ou des complexes. Et donc ça, c'est un nombre, et ce nombre-là, c'est bien la limite quand voilà, il est au-dessus ici, la limite, je l'encadre en haut, normalement vous devriez le voir, je pense, voilà, la limite quand grand N tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 0 à grand N de UK. Alors, si évidemment la série n'est définie que pour à partir de k égale 3, ce sera la somme pour k égale 3 à grand N. Mais donc, l'encadré en haut, c'est un nombre, c'est une somme. Et par contre, ici, évidemment, si le U0 est défini par exemple, donc si la somme peut bien être définie à partir de U0, faire commencer à 0 ou faire commencer à 3, c'est pas pareil. A priori, la somme va changer là. Donc dans le calcul de la somme de la série, faire commencer à 0 ou faire commencer à 3 ne donne pas le même résultat. Mais par contre, quand on s'intéresse uniquement à la convergence de la série, commencer à 0 ou commencer à 3, pour la convergence, c'est exactement pareil, la réponse va être la même. La série converge ou la série ne converge pas quand on s'intéresse aux sommes partielles ici. Voilà. Mais si on s'intéresse au nombre somme de n égale 0 à plus l'infini de un, nombre réel ou complexe, le nombre qu'on commence à 0 ou qu'on commence à 1 ou qu'on commence à 2, là c'est plus la même chose si les U0, U1, U2 ne sont pas nuls. Alors j'ai vu des mains qui s'étaient levées et après alors soit se sont rabaissées toutes seules, soit c'est juste que sur mon écran elles s'affichent pas très longtemps. Non, il n'y a plus de questions? Si, du coup, est-ce que, puisque L c'est égal à la somme de la série, est-ce qu'on peut dire que la série, si elle converge vers la somme de la série? Oui, tout à fait. Alors effectivement, si la série converge, elle converge vers le nombre qui est ici, vers la somme de n égale 0 à plus l'infini de un. Voilà. Je veux dire quelque chose. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était lié à ta question. Donc la question qui se pose, c'est première question, est-ce que la série converge? Et une fois que la série converge, on va s'intéresser à... alors c'est comme pour les suites, hein, prouver qu'elle converge et trouver la somme, c'est pas la même chose, quoi. Prouver qu'elle converge, ça nous permet de prouver l'existence de la somme, mais trouver la valeur du grand L, ce n'est pas forcément évident, c'est même souvent beaucoup plus difficile que prouver l'existence du L. Mais trouver sa valeur, c'est souvent beaucoup plus difficile. C'était peut-être ça que je voulais dire. Ça répond bien à ta question, Noémie, ou... Oui, c'est bon, merci. Ouais. Et j'ai vu d'autres mains qui se levaient. Oui, dans la proposition 3, Oui, euh, j'y vais. Oui, dans la preuve, quand on fait tendre S'Pn vers L moins Sp-1, oui. est-ce que Sp-1 c'est une somme partielle? Le SP-1, oui, puisque ça c'est le S indice grand N est défini là, donc c'est juste en remplaçant grand N par P-1. D'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est un nombre, enfin, c'est un nombre réel ou voilà, ou complexe, c'est exactement ça, voilà. C'est pour ça que ça converge. Voilà, c'est pour ça que la convergence de l'un assure la convergence de l'autre. Mais en fait, c'est pour ça que par contre, si on commence, si on est dans la somme de la série, le fait de commencer à 0 ou de commencer ailleurs, ça va changer la valeur du grand L. Parce que il y a un certain nombre de termes donc, qui sont dans un SP-1 par exemple, voilà, dans une somme partielle, qui sont présents ou pas. Si on commence à 0, il y a tous les termes de la suite Sn qui sont présents dans la somme, mais si on commence à n égale petit p par exemple, il va manquer le S indice P-1. Donc on n'aura pas la même somme. D'accord, merci. Voilà.
Est-ce que... Il me semblait qu'il y avait d'autres questions encore. J'ai vu d'autres mains se lever tout à l'heure. Est-ce que j'ai plus le chat là? Non, alors sinon... Ah oui, donc ce que je voulais dire, je prends un petit peu le cours, pardon, ça saute un petit peu rapidement. Donc, je pense que la série, vous avez compris, on somme des termes. L'objet essentiel, c'est l'objet d'étude essentiel, c'est la somme partielle, donc la somme de k égale 0 à grand N DUK. Alors j'ai mis grand N, hein, mais des fois ça peut être grand P, enfin peu importe, mais c'est l'objet somme partielle qui est vraiment l'objet essentiel. Et donc, la somme partielle, c'est un terme qu'on peut interpréter comme un terme d'une suite, et donc la convergence de la série équivaut à la convergence de la suite des sommes partielles. Parmi les séries, on a des séries particulières où les termes sont des termes d'une suite géométrique, donc là, dans ces cas-là, on sait faire. J'ai traité quelques exemples, et vous allez en rencontrer régulièrement. Bon, les séries, on peut les additionner, il n'y a pas de problème. Sur les opérations, c'est pas compliqué. Donc la convergence, c'est vraiment la chose essentielle, c'est la convergence des sommes partielles, donc de la suite des sommes partielles. Donc est-ce que la suite somme de k égale 0 à grand N DUK converge quand grand N tend vers plus l'infini ou pas? Et qu'on commence à 0 ou pas, peu importe, ça revient au même. La convergence va être la même réponse qu'on commence à 0 ou pas. Donc ça, c'est la notion de convergence. Si la série converge, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces cas-là, on peut écrire somme de n égale 0 à plus l'infini DUN. Ça a un sens. Et le sens de cette somme avec plus l'infini, c'est un nombre. Ça représente un nombre. Voilà. Et donc ce nombre, on peut donc écrire que une somme avec plus l'infini que si on a déjà démontré que la série convergeait. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc c'est ce qu'on écrit ici, voilà, dans les exemples. Hein. On a une série, on sait qu'elle converge, donc vous voyez bien que là je mets le symbole sigma sans rien au-dessus, en dessous, donc on s'intéresse à l'objet série, dont le terme général est 1/2 puissance n. Donc c'est une série qui converge, et à partir du moment où cette série converge, alors on peut écrire la somme de la série. Et donc là on a trouvé que la somme de la série était égale à 2. Donc là c'est une somme qu'on sait calculer. Par exemple, oui, alors là j'ai pris un peu les choses à l'envers. La série des 1 sur n2 converge, donc on peut écrire la somme de k égale 1 à plus l'infini des 1 sur k2. Donc ceci a un sens. Pour démontrer que ça converge, on verra avec les comparaisons avec intégrale. Voilà, de même, la série des -1 puissance n-1 sur n converge. Donc là, c'est aussi un exemple typique. Alors autant l'exemple du milieu, il faudra le connaître parce que c'est un exemple de référence. Le premier, donc, c'est une somme de termes d'une suite géométrique. Et le dernier ici, donc là, c'est typiquement quelque chose qu'il faut savoir faire aussi. Hein. Vous prenez les sommes partielles, et pour les sommes partielles, il faut étudier S indice 2 grand N et S indice 2 grand N plus 1. Donc les suites extraites des sommes partielles, les suites extraites des termes d'indices pairs et d'indices impairs. Et on démontre que les deux suites S indice 2 grand N et S indice 2 grand N plus 1 sont deux suites adjacentes. Donc elles convergent vers la limite. Donc S indice grand N converge. Et donc c'est ce qui nous permet de prouver que ceux-ci convergent. C'est ce qu'on appelle une série alternée ici. Alternée parce que le terme général, donc c'est une série à terme réel, et le terme général change de signe en fonction de la parité de n, et il est alternativement pair et impair. Donc pour ces séries alternées, c'est vraiment c'est la méthode, hein, il faut passer par les sommes partielles, bien entendu, et surtout les suites extraites des sommes partielles d'indices pairs et impairs. Par contre, pour prouver que la somme vaut ln de 2, alors là, on l'a fait dans un TD récemment sur l'intégration. Un des derniers exercices du TD sur l'intégration, on avait prouvé que c'était ln de 2. Alors comment est-ce qu'on avait fait ça? Eh bien, on était passé par une comparaison série intégrale, donc on avait transformé la somme des termes ici en intégrale, en une somme. Donc on s'intéressait à une somme partielle d'intégrale. Une somme d'intégrale, c'était l'intégrale de la somme. Et on avait prouvé qu'il y avait convergence en étudiant la différence avec ln de 2. Et on avait prouvé que la différence avec ln de 2 tendait vers 0.
Voilà, donc trois exemples là typiques. Celui du milieu est un exemple de référence, on va y revenir un petit peu plus tard. Et donc un résultat essentiel, c'est que si la série converge, alors la suite UN tend vers 0. Donc alors les termes UN tendent vers 0. Attention, hein, la réciproque est fausse. Donc la série des 1 sur n diverge, pourtant le 1 sur n tend vers 0. Donc ça c'est le contre-exemple typique, c'est la série harmonique, série des 1 sur n. Voilà, donc si de toute façon pour une série, de temps en temps en colle vous tomberez dessus, hein, c'est le piège classique, vous avez une série, le UN ne tend pas vers 0, bon bah tout de suite il faut dire, bon bah voilà, le UN ne tend pas vers 0, donc la série converge pas, je passe à la suite. Il ne faut pas s'attarder plus que ça. Donc la non-influence des premiers termes sur la convergence, on en a parlé largement, c'était Théophile qui avait initialisé la question. L'opération sur les séries convergentes, sur les combinaisons linéaires de séries convergentes et sur le résultat, je pense que ça c'est assez évident. Le cas des séries télescopiques, on en a rencontré plein, donc il faut juste faire attention à où est-ce qu'on démarre, où est-ce qu'on s'arrête, mais du télescopage on a déjà rencontré pas mal, donc il n'y a pas trop de soucis. Alors, sur le télescopage, ce qui est un peu plus intéressant, je dirais, c'est bien comprendre, voilà, l'exemple ici, là, 1 sur n plus 1, arrivé maintenant à ce stade de l'année, même si ça, voilà, c'est un petit peu technique, pas très compliqué, mais arrivé à ce stade de l'année, je pense que vous avez une fraction ici, on a déjà parlé à plusieurs reprises de décomposition des fractions rationnelles en somme de fractions rationnelles. Donc là, vous devez savoir que cette fraction-là se décompose en une constante sur n plus 1 plus une constante sur n. Vous devez donc être capable de trouver les valeurs de ces constantes. D'ailleurs, je crois que vous utilisez ça en SI aussi de temps en temps. Et donc penser à décomposer ce type, donc 1 sur nn plus 1, ou 1 sur n plus 1, n plus 2, c'est pareil avec un petit décalage. Ou bien 1 sur n plus 1, n plus 2, ce sont typiquement des séries qu'il faut décomposer voilà, le terme général, il faut le décomposer en une somme de fractions, et on a du télescopage qui intervient ensuite. Donc je dirais que la difficulté maintenant un petit peu pour vous, c'est de penser que ce genre de fraction-là, il faut la décomposer. Monsieur? Oui. Vous n'avez pas dit qu'il y avait une fonction avec la calculatrice qui permettait de avoir ces décompositions facilement? Si, j'ai dit ça, ouais, tout à fait. Par contre, je les connais pas, mais je sais pas, quelqu'un a trouvé peut-être, non, la décomposition des fractions rationnelles Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé justement. Ouais, c'est sûr que ça existe, ça c'est certain. Est-ce que quelqu'un a la réponse ou pas? Faut chercher, à mon avis, décomposition, fraction rationnelle. À mon avis, avec ça, faire une recherche sur votre moteur de recherche préféré, et là vous devriez trouver. D'accord. Voilà, si vous ne trouvez pas, relancez-moi d'ici 1 ou 2 jours, mais c'est sûr que ça existe. Alors ensuite, quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est le reste d'une série convergente. Alors j'insiste, le reste d'une série, ça ne nous intéresse, on ne regarde le reste du série que si on sait que la série est convergente. Sinon, on n'a pas le droit de regarder ce reste. Donc le reste, c'est quoi? C'est la somme, il est ici, voilà, je vais l'encadrer, hein. La somme des termes de la série jusqu'à l'infini, mais à partir d'un certain rang. Et donc là, c'est la somme pour k égale un certain rang jusqu'à plus l'infini des termes de la somme. Et donc ce qu'on démontre, donc on appelle ceci le reste, c'est la définition 4, et ce qu'on démontre, c'est que si la série est convergente, donc ce reste-là est un nombre fini. Alors évidemment, quand grand n plus 1 vaut 0, je dirais que c'est la somme de la... Alors ici on ne peut pas commencer à 0 ici. Il faut commencer à 1. Mais donc si on commence à grand n égale 0 ici, on retrouve la somme de la série. Et donc en fait ce reste d'une série convergente est égal à la somme de la série moins un certain nombre de premiers termes, entre guillemets, donc jusqu'à grand n. En fait on ne met pas les premiers termes jusqu'à grand n. Et donc ce reste
est donc un nombre réel ou complexe qui dépend de grand N. Et ce qu'on démontre, donc, c'est le résultat en proposition 5, voilà, c'est que ce reste, quand grand N tend vers plus l'infini, ce reste converge. Excusez-moi, converge vers 0. Quoi. Ce reste, voilà, converge vers 0. Ce reste tend vers 0. La preuve donc est assez simple, puisque le reste, en fait, est égal à la somme de la série moins la somme partielle. Voilà. Je ne sais pas si j'étais allé plus loin ou pas dans le cours. Non. Non, on s'est arrêté là? Ok. Voilà pour résumer les parties essentielles du cours jusqu'à présent. Est-ce que vous avez des questions ou pas, ou est-ce qu'on arrête là? J'ai arrêté l'enregistrement, ça va faire long après.